Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bertin Mampaka. Bonjour. Bonjour, alors, bonne année. Oui, merci. Vous aussi. Vous êtes député bruxellois, vous êtes sénateur, CDH. Et surtout, pour vous, c'est une espèce de retour parce que Bertin Mampaka, où étiez-vous passé? J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de jeûne médiatique ou de droit de réserve. En effet, je pense que la sortie du collège de la ville de Bruxelles en 2012 nous a imposé aussi, quand on a participé pendant 10 ans dans une majorité à mettre en place les grands projets qui sont toujours en route aujourd'hui. Je pense que, pour citer une collègue, je trouvais que c'était nécessaire à un moment donné de faire une espèce de cure, de réfléchir, de se remettre en question sur toute une série de choses qu'on a faites, qu'on a envisagées, et surtout de laisser les autres l'opportunité de se mettre aux affaires. Ça, c'est sous le plan communal, mais à la fois, j'avais aussi un nouveau défi de rentrer dans la peau du parlementaire bruxellois, qui passe par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans laquelle il y a des compétences qui me passionnent également, et surtout de participer à l'ancienne formule de l'ancien Sénat, qui est encore beaucoup plus actif que celui-ci. Et la 6e réforme nous a amenés dans un Sénat complètement renouvelé, qui a des défis, avec Christine Defrene qui le fait merveilleusement bien, je trouve, au passage. Donc tout ça sont des préoccupations qui m'ont obligé à un moment donné à prendre un peu des distances par rapport à la communication, tous azimuts, pour assurer une visibilité que tous les hommes politiques ont besoin sur le terrain, afin de garantir leur visibilité. Alors là, vous revenez. Ouais. Parce que vous êtes toujours actif, vous êtes dans 4 assemblées, comme vous le disiez, à la région bruxelloise, à la Fédération, à la COCOF et au Sénat. Est-ce que, justement, il y a une matière qui vous intéresse davantage qu'une autre? En effet, avec ces mots, je suis dans la commission logement depuis que je suis parlementaire. Donc, Bruxelles, c'est un véritable enjeu en matière de logement depuis des années, donc je suis fidèle à cette commission. Céline Fermont est devenue ministre aujourd'hui, elle réalise des bonnes choses au passage en logement. J'ai voulu rester fidèle à une matière que je connais, pour laquelle j'ai toujours été passionné depuis des années. N'oubliez pas, Jean-Jacques, que j'ai un jour édité le premier petit guide pratique du logement bruxellois. Il n'a jamais été largement diffusé, quand même à 10 000 exemplaires jadis, et qui fut utilisé par les travailleurs sociaux. Donc je reste dans cette commission-là. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le sport concerne la région bruxelloise. Vous savez que malgré la présence de mon ami René Collin, les Bruxellois sont généralement un peu les parents pauvres des politiques en matière sportive, de la Fédération bruxelloise. Donc il fallait être attentif. Mais là, Rachid Madran a trouvé les moyens d'aider les clubs bruxellois. On a un Bruxellois aujourd'hui. Il a mieux fonctionné que le ministre CDH précédent? Non, je crois qu'il a sans dire que mon ami René Collin, qui était très attentif à toutes nos préoccupations, d'ailleurs, c'était un peu, avec mes autres collègues bruxellois qui sont dans cette commission, nous sommes très attentifs à ce que Bruxelles ne soit pas lésée. Mais je pense que le fait d'avoir un Bruxellois, c'est aussi bien, parce qu'il est plus proche des réalités de Bruxelles, qui ne sont pas toujours connues de Wallon. Alors, le sport vous intéresse effectivement toujours. Et hier, au Parlement bruxellois, en commission de l'infrastructure, vous avez lancé un tweet parce que vous interpelliez Pascal Smet sur le sujet justement du Stade national. C'est le dernier tweet que vous avez fait d'ailleurs, Bertin Mampaka. Et le dossier qui vous passionne, c'est le Stade national. Et hier, c'était une question sur la mobilité. Alors, quel problème pose ce futur Stade national en matière de mobilité? Beaucoup d'inquiétudes. Et je ne suis pas le seul à tirer la sonnette d'alarme déjà depuis le début sur le choix d'avoir du site du parking C. Je rappelle que pendant 10 ans, comme échevin de sport, c'est la seule compétence que je n'ai jamais changée tout le temps que j'ai été au collège de la ville de Bruxelles. Donc je me suis retrouvé tout seul avec mon stade sous le bras pour paraphraser mon ami Philippe Desclous, ancien échevin écolo, qui faisait des petits croquis dans le collège en montrant bien que j'étais seul avec ce stade sous le bras pendant des années. Donc le stade, je l'ai géré pendant ces 10 années. Et les choix qui ont été faits sont des choix, je ne dis pas qu'ils sont totalement mauvais. Bruxelles a besoin d'un nouveau stade. Absolument. C'est une capitale européenne. Nous ne pouvons pas manquer la Coupe d'Europe, comme le dit si bien l'échevin en place aujourd'hui. Mais sur le contenu, sur le choix lui-même, je trouve que ce qui a été fait coûte trop cher aux Bruxellois. 99 ans de bail amphithéotique, c'est énorme. J'ai fait le tour de tous les stades d'Europe, les derniers qui ont permis à toutes les équipes européennes de pouvoir évoluer dans le championnat d'Europe récemment. La moyenne du bail amphithéotique tourne autour de 27-33 ans. Chez nous, on a signé 99 ans. C'est quelque chose que je m'étais individuellement interdit de ne jamais faire. On ne peut pas engager 4 générations, c'est tout un siècle. Donc ça, c'est le côté, la dimension du dossier sur le fond lui-même. Alors le coût est énorme.
quand j'étais à la gestion du Stade Roi-Baudouin, c'est moi qui, le premier, ai demandé jadis à faire une évaluation de ce que coûte réellement l'entretien et le maintien des activités sur le plateau du ESL. On est arrivé vraiment en comptant large, 1,9 million. Donc on nous raconte aujourd'hui que c'est 4 millions et que les 4 millions... Pour vous, c'est faux. Je ne dis pas que non, c'est surestimé, c'est priver la ville des autres moyens d'investissement. Sachez que la ville de Bruxelles a 15 infrastructures sportives pour pouvoir servir 180 000 habitants et que des politiques sportives des quartiers sont nécessaires pour pouvoir permettre à chaque citoyen de se maintenir. Mais revenons sur la mobilité. Votre question sur la mobilité, c'est ce parking qui va être utilisé à la place du parking C. Donc il y a des nouvelles places de parking. En effet, hier j'ai interrogé Pascal Smet sur tout le flou qu'il y a dans le développement de tout ce projet par rapport non seulement à l'implication de la région, le projet, on nous a parlé de différents modes de communication, de transport qui devaient être faciliter la mobilité autour du stade, pour lesquels il y a encore des projets qui ne sont pas complètement définis, bien clairement. Le métro, définis. par exemple. Le métro, on parle du métro, on parle tout simplement du tram 7, du 9, du 3. Il y a une espèce, j'ai dit à Pascal Smet, qu'il y avait un flou, tel qu'aujourd'hui, les citoyens ou les mandataires publics ne se rendent pas compte, ne peuvent pas visualiser. Il nous a promis de revenir dans 15 jours, avec tout un projet en commission infrastructure pour nous montrer un peu quels sont les engagements que lui, en tant que ministre bruxellois, en charge de la mobilité, a pris pour pouvoir avancer et permettre une mobilité convenable autour du futur stade national. Déjà, actuellement, avec le stade Roi-Baudouin tel qu'il est, je ne sais pas, il y aura un concert bientôt, je suppose que vous savez qu'il y aura un concert YouTube qui est déjà annoncé, je sais peut-être qu'il y aura d'autres activités, mais venez en voiture. Si vous venez en voiture, je ne conseille pas aux gens de venir en voiture, mais si vous venez en voiture, vous vous rendez compte qu'il y a déjà un gros problème de mobilité aujourd'hui. Le nouveau stade, si la problématique n'est pas bien conçue, bien pensée, si les propositions qui sont faites ne sont pas à la hauteur de cet enjeu, le problème de mobilité va encore s'aggraver autour du nouveau stade. C'est sur ça que j'ai interrogé Pascal Smet hier. Ce sera pire, donc, selon vous. Ça risque d'être pire. Ça risque d'être pire et je n'ai pas le sentiment que les études qui ont été faites jusqu'à présent, tout ce qu'on nous raconte, tient vraiment... il y a une espèce d'hésitation, comme dans l'ensemble du dossier stade lui-même. Alors, vous comptez aussi interpeller le gouvernement sur un dossier délicat. C'est l'aide à apporter aux populations africaines subsahariennes, c'est-à-dire celles qui sont au niveau du Sahara, ce qu'on appelait avant l'Afrique noire, je crois, à peu près. Alors pourquoi faut-il s'intéresser particulièrement à ces populations? Est-ce qu'elles sont délaissées aujourd'hui? Je pense que depuis les attentats que nous avons connus dans notre pays, ailleurs, Charlie Hebdo et consorts, le Stade de France, Bataclan, d'ailleurs l'étude Noir-Jaune Blues démontre toute une série d'affirmations aujourd'hui, que tous les hommes politiques le disent, il y a un besoin de pouvoir améliorer le vivre ensemble. Et alors, je compte interpeller bien sûr les ministres présidents et toute une série de ministres qui sont concernés, qui ont dans leurs compétences chacun une fraction de politique qui peuvent amener à un meilleur accompagnement de toute une série de situations, de populations que je considère être, comment dirais-je, fragilisées, tout simplement par le fait d'être issus de la diversité ou de l'immigration. J'ai le sentiment que les politiques qui sont mises en place pourraient être mieux orientées. Je pense qu'on peut mieux affecter les budgets que nous avons aujourd'hui. Tenez par exemple, aujourd'hui, nous avons des politiques, des budgets en matière d'égalité de chance, à tous les niveaux de pouvoir, au niveau fédéral, au niveau communautaire, au niveau de l'argent bruxelloise. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se poser la question de dire, tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, est-il toujours nécessaire parce que le contexte a évolué, le climat a changé, les priorités ne sont plus les mêmes. Des jeunes Belges qui sont nés ici, ce n'est pas des primo-arrivants, qui se sentent mal dans leur société, qui ont besoin d'être guidés, accompagnés pour encore mieux s'intégrer. Est-ce que nous ne pouvons pas réorienter toutes ces politiques Mais en quoi on peut faire mieux? Parce que vous dites qu'il y a une espèce de constat d'échec, donc comment est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense, pour ne pas... Je ne fais pas la publicité à ma collègue Céline Frémaux, mais je vois par exemple qu'elle a lancé un appel à projet dans tout ce qui est soutien parental, par exemple. Des jeunes gens qui sont nés ici, ce sont de nouveaux besoins qui se créent aujourd'hui, pour lesquels nous devons consacrer davantage de moyens par rapport à ce que nous avons jusqu'aujourd'hui choisi comme priorité. Les priorités en matière de cohésion sociale, c'est notamment l'apprentissage du français, les soutiens scolaires, l'interculturalité, ce n'est pas mauvais, c'est un peu vague. D'ailleurs, les intervenants,
les associations qui sont au nombre de 230 à peu près en région bruxelloise, eux-mêmes suscitent un débat à l'heure actuelle pour dire est-ce que nous devons consacrer 50% des moyens que nous avons en cohabitation sociale, en cohésion sociale par exemple, uniquement pour l'alphabétisation. Est-ce que nous ne pouvons pas davantage réorienter ces moyens dans le vivre ensemble? Et dans le vivre ensemble, qu'est-ce qu'il faut choisir comme projet qui répond à des nouveaux besoins avec des citoyens belges? C'est quoi les nouveaux besoins? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Parce que ça paraît un peu une espèce de langue de bois générale. Donc vous avez sans doute raison, mais est-ce qu'on peut un peu mieux comprendre quels sont les besoins spécifiques de 2017? Les nouveaux besoins spécifiques, ce n'est pas l'animation sportive dans les quartiers. C'est fini, ça. À mon sens, ce n'est pas ça. Le nouveau besoin, ce n'est pas la fête des voisins, tout simplement. Oui, il faut permettre aux gens de se rencontrer, à des groupes de citoyens, de se découvrir, de se connaître pour se tolérer, pour mieux vivre ensemble. Mais j'ai le sentiment que dans ce besoin, il faut se poser la question, et la classe politique doit se poser la question, pourquoi des jeunes nés à Bruxelles, quelle que soit leur couleur, ne se sentent pas belges chez eux? Moi, quand on fait ce constat-là, quand on veut répondre à cette question-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut orienter toutes les dépenses que nous avons, les moyens que nous avons aujourd'hui, réorienter. Il y a des politiques en fonds d'impulsion, au FIPI par exemple, fonds d'impulsion à la politique des immigrés. Ce sont des choix qui ont été faits il y a quelques années dans un contexte différent. Moi, je demande à ce qu'aujourd'hui, on puisse éventuellement se dire, est-ce que c'est toujours nécessaire de continuer avec ces politiques-là telles qu'on les a pensées il y a 15 ans, 20 ans, alors que nous avons des enfants qui, entre-temps, sont nés sur les territoires bruxellois, molenbeekois, uclois, qui se sentent mal chez eux, qui ne se sentent pas intégrés, et dont les voisins se demandent, est-ce que nous vivons ensemble avec ces gens-là un jour? Des projets concrets, en matière de la parentalité, par exemple, je l'ai cité Céline Formand tout à l'heure, qui a fait un appel à projet, pour des sommes qui restent pour moi encore un peu modestes, mais qu'il faut encourager. C'est le genre d'idées concrètes. Il y a par exemple des chiffres à Bruxelles qui étaient sortis sur les noms les plus présents à Bruxelles, les noms de famille. Et avec étonnement, en tout cas le mien et ceux de la rédaction, sont arrivés en tête 3 noms guinéens, dont Diallo. Ça vous a étonné, ça, quand vous avez vu? Non, ça ne m'a pas étonné, parce que je suis très, très attentif à l'évolution de la communauté subsaharienne à Bruxelles, dans le pays, dans la région bruxelloise. Je dispose de toute une série de chiffres, énormément de chiffres qui m'ont permis de voir que la communauté guinéenne est la deuxième communauté après la communauté congolaise. Donc, l'Afrique subsaharienne, c'est le Congo, la Guinée, le Cameroun, le Rwanda et puis d'autres pays. Donc je n'étais pas étonné par rapport, avec une fécondité des familles nombreuses, énormes, qui posent des problèmes de logement divers. Et de là aussi des problèmes d'accompagnement de toutes ces familles qui doivent élever des enfants dans un contexte qui n'est plus le même que celui que nous connaissions d'habitude. C'est là où j'insiste, je dis, dans toutes les politiques que nous avons aujourd'hui, égalité de chance, fonds d'impulsion à la politique d'immigrés, politique de cohésion sociale, dans toutes ces politiques, est-ce que nous ne devons pas nous poser la question de nous dire, est-ce que les priorités que nous avions fixées jadis sont toujours d'actualité? Est-ce que nous ne pouvons pas faire de l'accompagnement, la guidance administrative et juridique un peu plus, ces jeunes gens qui ont du mal parfois à pouvoir être en relation avec des institutions tout simplement. D'ailleurs, l'enquête noir-jaune-blues montre bien que le citoyen n'a plus confiance aux institutions. Les citoyens belges de souche d'abord n'a plus confiance aux institutions. Et les citoyens, ici la diversité pour la plupart aussi, y compris les Guinéens, les subsahariens, ont du mal parfois. C'est trop compliqué? Je pense que pour certains, c'est trop compliqué. Vous savez, même pour le citoyen belge des souches moyens, le nombre d'enveloppes qu'on reçoit le matin, des obligations tout simplement pour assumer la vie de tous les jours, il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement et de guidance diverses, sociales, sur le plan familial et même en termes de divertissement. Donc j'ai le sentiment qu'il faut absolument, à un moment donné, se poser la question de savoir est-ce qu'avec les moyens que nous avons, nous ne pouvons pas faire beaucoup mieux pour que ce vivre ensemble, qui est la préoccupation de tous aujourd'hui, et les enquêtes, les élections, les sondages d'opinion nous montrent tout ça. Merci d'avoir lancé cet appel sur notre antenne. Demain, je recevrai Olivier Minguin. Bonne journée, bonne soirée à ceux qui nous regardent le soir. Au revoir.